ni un menteur, ni un arnaqueur. En Syrie, lorsqu'un type se montre cruel, on lui explique, pour prendre la défense de sa victime, que même s'il était juif, tu lui parlerais mieux que ça. Durant mon enfance, la photo de Hafez al-Assad, avec son visage monstrueux, ses yeux emplis de cruauté et ses sourcils épais, ornait la couverture de nos cahiers d'école aux côtés du drapeau palestinien. Ce drapeau était également celui du parti Ba'ath, qui contrôlait la Syrie d'une main de fer depuis 1963. Les figures symboliques de la résistance contre l'occupation, les citronniers, les orangers, les oliviers, le kéfier noir et blanc peuplaient nos livres scolaires. Au nom de cette résistance, le régime imposait sa domination sur la population, maintenait l'état d'urgence et muselait toute liberté d'expression. Selon lui, ce n'était pas le moment de parler de démocratie. Le pays était en guerre contre Israël. Nos mains, encore bien trop fragiles pour tenir des armes, et nos cœurs d'enfants trop tendres pour brandir des kalachnikovs, étaient pourtant déjà formés à voir l'ennemi sioniste partout. À la mosquée, où on allait pour réciter une page du Coran par jour, l'imam répétait ce hadith qui prétend que Mahomet aurait dit « Chaque fois qu'un juif se trouve seul avec un musulman, il a l'intention de le tuer. » Pour la conclusion de la prière du vendredi, l'imam reprenait « Dieu détruit les ennemis de l'islam, les juifs, les chrétiens et les polythéistes, humilie-les, affaiblis-les. Dieu soutient nos frères en Palestine, élimine leur ennemi. » Des centaines d'hommes ajoutaient « Amen » à la fin de chaque phrase. Pendant la deuxième intifada palestinienne de 2000, je vivais en Arabie Saoudite avec mes parents, qui avaient obtenu un contrat de travail à Riyad. J'étais au collège. Les Juifs constituaient alors le sujet central de mes cours. Les professeurs nous encourageaient à faire des dons. $1 pour tuer un Juif, disaient-ils. Pour eux, éliminer un Juif en Israël revenait à sauver un musulman. Partout au Proche-Orient, Israël était qualifié de grand Satan, entité colonialiste, ennemi sioniste, violeur, ou encore entité sioniste. Mort à Israël était le slogan le plus répété à la télévision et à la radio. L'idée qu'un complot mondial aurait été orchestré par les Juifs se trouvait largement répandue dans les pays arabes. Ils dirigeaient, selon cette théorie, les grandes banques, les chaînes de télévision et avaient créé Israël pour affaiblir l'islam. Alors que je répétais quotidiennement ces slogans, j'imaginais le monde comme un film d'horreur dont les réalisateurs étaient, bien sûr, juifs. L'année 2011 a été l'un des moments les plus remarquables de la mémoire syrienne. Plus précisément, le 15 mars, date de la naissance de la révolution inscrite dans le cadre du printemps arabe. Les participants aux manifestations contre le régime d'Assad ont goûté pour la première fois à une forme de liberté d'expression. Petit à petit, certains quartiers se sont libérés de la présence policière. C'était une liberté neuve, brutale parfois, mêlée d'ivresse et d'inquiétude. On se découvrait le droit de parler, d'écrire, de contredire, sans forcément surveiller l'interlocuteur. Les murs n'avaient plus d'oreilles. On débattait jusqu'à tard. Une génération entière s'éveillait à la vie politique, sans parti, sans cadre, mais avec une incroyable énergie. Et puis, très vite, les balles ont remplacé les mots. Mais ce moment suspendu, entre la peur qui se retire et l'espoir qui surgit, reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. On pouvait critiquer Assad, insulter son entourage. Dans les réunions successives entre militants, on a commencé à imaginer la Syrie d'après le régime. Les élections, le Parlement et la politique étrangère avec la Turquie, les pays du Golfe et l'Europe. Sur ces questions, on pouvait être d'accord ou non, sauf sur Israël. Ce sujet est resté tabou. Personne n'osait envisager une normalisation des relations avec ce pays. Tout le monde estimait qu'il devait être considéré comme un État ennemi. Je me suis échappé du régime d'Assad en 2012. Du jour au lendemain, j'ai rassemblé quelques affaires et me suis dirigé vers Deraa, au sud de la Syrie, avec l'aide d'un ami lié à un passeur qui m'a fait franchir clandestinement la frontière. J'ai tout quitté, sans prévenir personne, pour sauver ma peau. La plupart de mes amis ont été tués ou arrêtés. Je ne voulais pas subir le même sort, d'autant que l'appel à la démocratie était déjà écrasé par la barbarie. J'ai tout quitté, sauf une mémoire blessée. Elle m'a accompagné jusqu'en Jordanie dans un camp de réfugiés. Puis,
grâce à un ami syrien. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.